Et si je vous disais que votre smartphone contient bien plus d'argent que vous ne l'imaginez, et que c'est justement l'argent, et non l'or, qui maintient toute cette électronique en place? Je me trouve actuellement à l'usine Ereus de Hanau, en Allemagne. L'entreprise existe depuis 1851. Autrement dit, elle est plus ancienne que l'unification allemande elle-même. Et pendant tout ce temps, on y raffine des métaux précieux. Aujourd'hui, l'argent. Et je vous promets qu'après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre téléphone de la même façon. Commençons par comprendre pourquoi l'argent s'est retrouvé dans l'électronique. L'or, c'est beau, ça ne rouille pas. Les joailliers et les banques centrales l'adorent. Mais l'argent possède une propriété qui le rend irremplaçable dans l'industrie. C'est le meilleur conducteur d'électricité parmi tous les métaux. Meilleur que le cuivre, meilleur que l'or, meilleur que n'importe quoi d'autre. Tout simplement le meilleur, sans discussion possible. Alors quand les ingénieurs conçoivent une puce électronique et qu'ils ont besoin que le courant passe du point A au point B avec un minimum de pertes, ils pensent à l'argent. Dans un smartphone moderne, on trouve de l'argent dans les contacts, les soudures, les pattes conductrices et les revêtements. Pas énormément, mais sans lui, le téléphone ne fonctionne tout simplement pas. Maintenant, voyons d'où vient l'argent pour tout ça. Contrairement à l'or, les gisements d'argent pur sont rares. La majeure partie de l'argent mondial est extraite comme sous-produit lors de l'exploitation du plomb, du zinc ou du cuivre. Le minerai contient de l'argent en petite quantité et il faut l'en extraire. Après enrichissement à la mine, on obtient ce qu'on appelle du doré, un alliage d'argent et d'or avec des impuretés. C'est donc ce doré qui arrive ici, à Hanau. Son aspect n'a rien de spectaculaire, des lingots crasseux de couleur gris-jaune, qui ressemblent à des morceaux de vieux plomb. Et personne ne devinerait qu'à l'intérieur se cache de l'argent à 80 ou 90% de pureté. Première étape, la fonte et la coupellation. Les lingots de doré sont chargés dans le four. Température, environ 1100 degrés Celsius. À cette température, l'argent et l'or restent en alliage, tandis que le plomb et les autres métaux de base s'oxydent et passent dans les scories, où sont absorbés par la base poreuse, la coupelle. D'où le nom du procédé. À la sortie, ce qu'on appelle l'argent brut, d'une pureté de 98% et plus. Cela ressemble déjà à de l'argent, mais ce n'est pas encore ce dont l'industrie a besoin. Ensuite, le raffinage électrolytique. Et c'est là que l'usine se transforme en quelque chose qui ressemble à un laboratoire de chimie géant. Le long de l'atelier s'alignent des rangées de cuves d'électrolyte, une solution de nitrate d'argent. Dans chaque bain sont immergés des anodes en argent brut et des cathodes en métal pur ou en titane. Un courant continu traverse le bain. L'argent de l'anode se dissout dans l'électrolyte et se dépose sur la cathode sous forme de cristaux, purs, chimiquement quasi stériles. Les impuretés se comportent différemment. Certaines restent dans l'électrolyte, d'autres se déposent au fond du bain sous forme de boue. Et cette boue n'est pas un déchet. Elle concentre l'or, le platine, le palladium. On la collecte soigneusement pour la traiter à part. Autrement dit, la raffinerie ne rejette rien. Chaque parcelle impure est valorisée. Le procédé Möbius, c'est ainsi que se nomme cette technologie électrolytique, donne de l'argent à 99,9% de pureté. C'est déjà la norme, good delivery. Des lingots d'une telle pureté sont acceptés sur le marché londonien des métaux précieux et constituent l'étalon international de qualité. Mais pour l'industrie électronique, cela ne suffit pas toujours. Les fabricants de circuits intégrés exigent parfois 4 ou 5 9 après la virgule. L'argent subit alors une purification supplémentaire, fusion d'ozone ou précipitation chimique. C'est un travail déjà plus délicat, presque joaillier,
où chaque nouveau neuf après la virgule s'obtient de plus en plus difficilement. Les cristaux d'argent déposés sur les cathodes sont retirés manuellement ou mécaniquement, selon la conception du bain. Leur aspect est stupéfiant. De délicates structures arborescentes, blanc argenté, semblables aux givres hivernales sur une vitre. C'est là de l'argent presque pur, sous sa forme cristalline originelle, avant qu'on ne le refonde, pour le couler en lingots ou le transformer en poudre, fil ou pâte selon les applications visées. Pour l'électronique, l'argent s'utilise le plus souvent sous forme de pâte conductrice. C'est un mélange de poudre d'argent fine et de liant, qu'on applique sur des substrats par sérigraphie, presque comme l'impression sur t-shirt, mais avec du métal et sous microscope. D'ailleurs, si les détails du processus d'impression sur t-shirt vous intéressent, faites-le savoir en commentaire. Après application, la pâte est cuite au four. Les liants se consument et il ne reste que la piste conductrice en argent. C'est exactement ainsi que l'on fabrique les contacts dans les panneaux solaires, les condensateurs céramiques et une multitude d'autres composants. En moyenne, un panneau solaire contient environ 20 grammes d'argent, multiplié par des milliards de panneaux à travers le monde. Et l'on comprend pourquoi la demande industrielle d'argent augmente chaque année. Il faut évoquer à part les propriétés antibactériennes. L'argent tue les bactéries. On le savait déjà dans l'Antiquité, quand on conservait l'eau dans des récipients d'argent. Aujourd'hui, les ions d'argent sont ajoutés aux revêtements médicaux, aux textiles, aux filtres à eau et même à certains smartphones, pour que la surface retienne moins de microbes. Nous ne sommes plus dans l'électronique, mais dans un tout autre domaine d'application de ce même métal. Les panneaux solaires ont absorbé 197 millions d'onces d'argent en 24, près d'un cinquième de la demande mondiale totale. Une seule voiture électrique contient jusqu'à 50 grammes d'argent, 2 fois plus qu'une automobile classique à moteur thermique. Et il y a un hic, la pénurie d'argent. Le marché de l'argent consomme déjà plus qu'il n'en produit depuis 4 années consécutives. La demande du secteur solaire et des véhicules électriques croît plus vite que l'extraction ne parvient à suivre. Or, l'argent, contrairement à l'or, se consume pour l'essentiel de manière irréversible. Il se disperse dans les circuits, les panneaux et les contacts en quantité si infime que son recyclage n'est pas rentable. L'or des vieux téléphones se récupère et se refond, tandis que l'argent se perd tout simplement. La pénurie est donc bien réelle, et les analystes prévoient que la situation ne fera qu'empirer dans les années à venir, surtout si l'énergie solaire continue de progresser à ce rythme. J'observais les cristaux croître lentement sur les cathodes. Ce n'est pas un processus rapide, plusieurs jours par cycle. Mais le résultat, c'est un métal dont les impuretés représentent moins d'1 centième de % et qui partira demain vers une usine en Corée ou à Taïwan, où il deviendra un composant qui finira dans votre prochain téléphone ou ordinateur portable. L'argent aura parcouru tout un chemin, d'un lingot brut de doré jusqu'au cristal sur la cathode, puis vers une pâte, puis vers une puce électronique. Et personne, en chemin, ne l'aura même remarqué. Voilà un métal discret, sans lequel l'électronique moderne ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Abonnez-vous à la chaîne, la prochaine fois, ce sera encore un matériau que vous ne vous attendiez pas à trouver dans les objets du quotidien. Chaque année, des centaines de milliers de tonnes de lithium sont extraites à travers le monde. Et ce n'est plus un simple métal, mais le fondement même de toute l'énergie du futur. On pourrait s'attendre à quelque chose de complexe et technologique, mais tout commence par une eau salée trouble au milieu du désert. Sous un soleil de plomb, elle s'évapore pendant des mois, dans des bassins gigantesques, jusqu'à ce qu'il ne reste que cet or blanc. Et le plus fascinant commence après, lorsque cette matière première parcourt le chemin de la saumure, jusqu'au cœur de la batterie. Et à la fin, un détail vient bouleverser toute notre perception de cette histoire.
Je me tiens au milieu d'un paysage blanc, presque aveuglant, qui semble recouvert de neige. Mais ce n'est pas de la neige. C'est un désert de sel, quelque part à plusieurs milliers de mètres d'altitude, où sous mes pieds, ce n'est pas de la terre, mais un mélange de sel, de minéraux et d'eau. C'est ici que commence le parcours du lithium, ce métal qu'on appelle aujourd'hui l'or blanc. Et oui, dans les commentaires, vous vous disputez souvent au sujet des voitures électriques et de l'écologie. Alors maintenant, je vais vous montrer comment tout cela fonctionne réellement, sans artifice. Sous cette croûte blanche se cache la saumure, une eau saturée en sel de lithium. On la pompe depuis des profondeurs de plusieurs dizaines de mètres à travers des forages. Les pompes remontent lentement ce liquide trouble à la surface et le dirigent vers d'immenses bassins d'évaporation. Et c'est là que commence la partie la plus spectaculaire du processus. Devant moi, des dizaines de bassins rectangulaires, chacun de la taille de plusieurs terrains de football. L'eau qu'ils contiennent est de couleurs différentes, du bleu au vert et même au jaune. Ce n'est pas un choix esthétique, mais la chimie à l'œuvre. La saumure est pompée d'un bassin à l'autre, et à chaque étape, sa composition se modifie. Le soleil fait l'essentiel du travail. La température de l'air dépasse facilement les 30 degrés Celsius, et les pluies sont quasi inexistantes. L'eau s'évapore pendant des mois. Au départ, le liquide est pompé dans les plus grands bassins. Il y passe plusieurs semaines sous le soleil, perdant une partie de son eau. La concentration en sel augmente, et les plus lourds d'entre eux, principalement le sodium, commencent à cristalliser et à se déposer au fond. Ensuite, la saumure est transférée vers le bassin suivant. Celui-ci est déjà plus petit et la composition du liquide plus pure. Ici précipitent d'autres éléments comme le potassium. À chaque passage, l'eau devient plus épaisse, plus sombre, plus saturée en minéraux. Les ingénieurs contrôlent constamment sa composition. Ils prélèvent des échantillons, mesurent les concentrations, pour ne pas perdre le lithium avec les sels excédentaires. Aux étapes finales, il ne reste principalement que des composés de magnésium et de lithium. Le processus devient alors particulièrement précis. La saumure est maintenue plus longtemps dans les bassins, et parfois des réactifs sont ajoutés pour éliminer les impuretés indésirables. Au final, chaque bassin produit une solution de plus en plus concentrée, qui finit par contenir suffisamment de lithium pour être traité. Semaine après semaine, la concentration de lithium augmente. D'abord, ce sont les autres sels qui précipitent: sodium, potassium, magnésium. Ils se déposent au fond, formant des couches solides. Le liquide est progressivement pompé vers les bassins suivants, laissant l'excédent derrière lui. Dans les derniers étangs, subsiste un concentré contenant déjà assez de lithium pour passer à l'étape suivante. Ce liquide rejoint ensuite l'usine de traitement. Ici, le décor change radicalement. L'espace ouvert laisse place à des tuyaux, des réacteurs et des cuves. La saumure est purifiée de ses impuretés résiduelles, puis transformée en carbonate de lithium, cette poudre blanche qui constitue la matière première des batteries. Lorsque la saumure arrive à l'usine, ce n'est plus une eau trouble, mais un cocktail chimique concentré où le lithium joue le rôle principal, tout en côtoyant encore magnésium, calcium et résidus de sel. Première étape, la purification. Le liquide est acheminé vers de grandes cuves, où il est traité avec des réactifs qui capturent les impuretés indésirables. Une partie des éléments passe à l'état insoluble et se dépose au fond, tandis qu'une autre est séparée par filtration. On obtient ainsi une solution nettement plus pure, prête pour la réaction principale. Cette saumure est ensuite transférée dans d'immenses cuves métalliques, les réacteurs, où s'opère la transformation cruciale. On y ajoute des réactifs carbonatés, généralement à base de soude. C'est à ce moment que démarre la réaction. Le lithium change de forme et commence à précipiter sous forme de dépôts solides. Observé de près, le liquide se trouble progressivement et de fines particules blanches y apparaissent. C'est le futur carbonate de lithium,
Ce processus est contrôlé avec une précision extrême. Température, vitesse d'agitation, concentration des réactifs, tout compte. Si les paramètres dérivent, une partie du lithium restera en solution ou se mélangera aux impuretés. C'est pourquoi les opérateurs prélèvent constamment des échantillons et ajustent le processus en temps réel. Une fois la réaction terminée, le mélange est envoyé en filtration. De grands filtres industriels séparent le précipité solide du liquide. Ce qui reste sur le filtre ressemble à une poudre blanche humide. Mais elle n'est pas encore prête. Elle contient des résidus de réactifs et de sel. L'étape suivante est le lavage. Le précipité est rincé à plusieurs reprises à l'eau pure pour éliminer toutes les substances étrangères. C'est un peu comme laver du sable, mais avec un contrôle qualité bien plus rigoureux. Le matériau est ensuite envoyé dans des installations de séchage, où l'humidité résiduelle est éliminée à température élevée. On obtient alors une poudre blanche sèche et fluide, le carbonate de lithium. Son apparence est plutôt modeste, presque comme de la farine, mais c'est à partir d'elle que commence la fabrication des batteries modernes. Chacune de ces particules a parcouru un long chemin depuis l'eau salée, jusqu'à une réaction chimique contrôlée, pour devenir finalement une source d'énergie destinée aux technologies que nous utilisons au quotidien. Cette poudre est ensuite conditionnée dans des sacs de plusieurs dizaines de kilogrammes et expédiée vers d'autres usines, où commence la fabrication proprement dite des batteries. Là-bas, le lithium est mélangé à d'autres éléments. Les cathodes et anodes sont formées, les cellules assemblées. Mais toute cette histoire high-tech commence ici, dans le silence des plaines salées et sous un soleil de plomb. Et voici ce qui est fascinant. Pour obtenir une tonne de carbonate de lithium, il faut évaporer des centaines de milliers de litres d'eau. Cela signifie des mois de travail, des surfaces immenses et un équilibre très délicat avec la nature. C'est précisément pour cela que l'extraction du lithium suscite des débats si vifs. Il est indispensable à la transition vers la mobilité électrique, mais son obtention a aussi son prix. Vus du ciel, ces bassins ressemblent à une palette de peintre géante. Mais derrière cette beauté se cache un processus long et lent. Ici, pas de résultats rapides, seulement le temps, le soleil et la patience. Et moi, j'attends patiemment que vous vous abonniez à ma chaîne. Et à un moment donné, on finit par comprendre. Chaque batterie dans un téléphone ou une voiture électrique, ce n'est pas seulement de la technologie. Ce sont aussi ces champs, cette eau, ces mois d'évaporation. Le lithium n'apparaît pas de nulle part. Il parcourt un long chemin avant de devenir ce qui alimente le monde moderne. L'extraction mondiale de lithium connaît aujourd'hui une croissance presque explosive. Si en 2010, elle atteignait environ 28 000 tonnes, en 2024, elle s'élève déjà à quelques 240 000 tonnes par an. Chaque année, plus de 90 millions de véhicules sortent des chaînes de production dans le monde. Mais seule une infime partie d'entre eux est conçue pour un usage bien particulier. Des poursuites à plus de 160 km/h, des freinages brutaux et des heures de service ininterrompues. Ce sont les véhicules de police. Leur histoire aux États-Unis remonte à plus de 70 ans. Mais rares sont ceux qui savent ce qui se passe réellement dans l'usine où ils naissent. À l'intérieur de ces ateliers, des centaines de robots s'activent, tandis que les étincelles de soudure jaillissent comme une véritable pluie de feu. Mais il existe un détail dans la fabrication de ces machines dont presque personne ne parle. Et c'est précisément lui qui détermine si le véhicule tiendra le coup lors d'une véritable poursuite policière. Si vous restez avec nous jusqu'à la fin, vous découvrirez ce qui se cache vraiment à l'intérieur de ces machines.
L'histoire de ces véhicules aux États-Unis remonte à plus de 70 ans. Dès les années 50, les constructeurs ont commencé à produire des versions spéciales pour la police. Et depuis lors, cette gamme n'a cessé d'évoluer. J'entre dans le premier atelier. Tout commence ici avec le métal nu. Devant moi s'étend une immense ligne de soudage robotisée. Les manipulateurs travaillent sans répit. Leurs mouvements sont brusques, précis et synchronisés. Chacun tient dans sa main un pistolet à souder. Lorsqu'ils touchent le métal, des étincelles éclatantes jaillissent. De l'extérieur, on dirait presque une pluie de feu ininterrompue. D'abord, on achemine ici les panneaux de carrosserie individuels. Ce sont des pièces estampées en tôle d'acier d'environ 1 mm d'épaisseur. Elles arrivent de l'atelier de pressage déjà formé. Ouverture de porte, nervures de rigidité, points de fixation des pièces. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un tas de morceaux de métal courbés, empilés sur des chariots de convoyage. Le plus intéressant commence maintenant. Les robots saisissent les panneaux avec de grandes pinces et les installent dans d'imposants gabarits métalliques. Ces gabarits ressemblent à des cadres sophistiqués, dotés de dizaines de fixations. Ils maintiennent les pièces dans une position rigoureuse, de sorte qu'aucun élément ne bouge, pas même d'une fraction de millimètre. Le plancher de la caisse se forme en premier. On y soude des renforts et des traverses. Puis, sur cette base, on positionne les panneaux latéraux. Les manipulateurs les amènent délicatement de chaque côté, les plaquent contre le châssis et effectuent une série de soudures par point. En quelques secondes, une dizaine de petits points de soudure apparaissent le long de la jonction. Ensuite, on ajoute la partie avant de la caisse, là où se trouvera plus tard le moteur. Cette zone comporte particulièrement de nombreux éléments de renfort, car c'est elle qui supporte les principales contraintes lors de la conduite et des freinages brusques. Une fois les parois latérales en place, les robots soulèvent le toit. Le spectacle est plutôt impressionnant. Un grand panneau métallique descend lentement du haut, tel le couvercle d'une boîte. Les manipulateurs l'alignent selon les repères et entament aussitôt la soudure sur tout le périmètre. L'opération se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, les pièces ne sont que maintenues par des points de soudure. Puis la caisse passe à la station suivante, où de nouveaux points viennent compléter l'assemblage. Ainsi, l'ossature gagne progressivement en rigidité et en solidité. Chaque section fait l'objet d'un contrôle permanent par capteur. Des mesureurs laser scannent la forme de la caisse et la comparent au modèle numérique. Si ne serait-ce qu'un seul élément n'est pas parfaitement positionné, la ligne signale immédiatement l'anomalie. Ici, la précision se mesure en fractions de millimètre. Et ce n'est pas un caprice d'ingénieur. Si la caisse présente le moindre défaut d'alignement, le véhicule peut adopter un comportement étrange à haute vitesse. Il tiendra moins bien la route, des bruits parasites apparaîtront, et les portières risquent de ne pas fermer correctement. Les véhicules de police doivent supporter des contraintes bien supérieures à celles des voitures civiles ordinaires. Lors des poursuites, elles freinent brutalement, franchissent les trottoirs et tournent au ralenti pendant des heures. C'est pourquoi le châssis et la suspension sont renforcés, certains éléments du cadre étant même épaissis. Une fois la carrosserie prête, elle part en peinture. Les immenses cabines ressemblent à des laboratoires stériles. L'air y est filtré en permanence. Des robots font pivoter la carrosserie et appliquent la peinture en couche uniforme. La plupart des véhicules reçoivent la classique livrée noire, mais l'apparence finale dépend du client. Certains départements commandent des voitures noires et blancs, d'autres bleu foncé ou même entièrement blanches. Après la peinture, la carrosserie rejoint la chaîne principale. C'est là que la voiture commence vraiment à devenir une voiture. Le moteur et la transmission sont amenés sous la carrosserie. Ce moment est spectaculaire. En bas se trouve une plateforme avec le groupe motopropulseur. Au-dessus, la carrosserie descend lentement et les deux parties s'assemblent.
Vient ensuite le long processus d'assemblage. On monte les portes, installe le câblage, la suspension, la direction, les freins, puis apparaissent les sièges, les vitres et le tableau de bord. Tout cela est réalisé par des hommes aux côtés des robots. Les machines ne remplacent pas complètement les ouvriers ici. Les mains humaines restent indispensables là où précision et expérience sont requises. Dans l'usine, j'observe des centaines de ces véhicules. Ils avancent lentement, de quelques mètres par minute. Chaque poste ajoute quelque chose de nouveau. En quelques heures, une carrosserie nue se transforme en véhicule entièrement assemblé. Mais ce n'est pas encore une voiture de police. Après l'assemblage principal, les véhicules sont envoyés dans un centre de modification spécialisé. C'est là que prend forme tout ce qui fait d'une voiture un véhicule de service. On installe les rampes lumineuses, les sirènes, les postes radio, des pare-chocs renforcés et des cloisons de protection entre les sièges avant et le compartiment arrière. Certaines voitures reçoivent des panneaux de porte blindés ou des batteries supplémentaires pour alimenter l'équipement. Les véhicules de police peuvent offrir plus d'une centaine de variantes d'équipements selon les besoins spécifiques de chaque ville. Le plus fascinant, c'est que la transformation d'un seul véhicule prend environ 5 heures et demie. Durant ce laps de temps, une voiture ordinaire se métamorphose en voiture de patrouille, prête à prendre la route. J'observe l'application des marquages de police sur la carrosserie. Sur les portières apparaissent les inscriptions, les blasons des villes et les numéros d'unité. Puis, on installe les gyrophares bleus et rouges. À ce moment-là, la voiture a une toute autre allure, comme si elle endossait un nouveau rôle. Avant l'expédition, chaque véhicule est contrôlé. Il subit des tests de freinage, de suspension et de direction. Dans un hangar spécialisé, on fait monter la voiture en régime sur un banc à rouleaux. Les ingénieurs vérifient l'absence de vibrations et de bruits parasites. Les voitures de police doivent être rapides, mais plus important encore, fiables. En pleine poursuite, personne ne veut se demander si le véhicule tiendra le coup lors d'un freinage brutal. Une fois tous les contrôles effectués, les véhicules terminés sortent sur l'immense parking derrière l'usine. Des dizaines de voitures identiques y sont alignées. Noires, luisantes, équipées de pneus neufs et sans la moindre égratignure. Dans quelques jours, elles partiront aux 4 coins du pays. Certaines patrouilleront dans des banlieues tranquilles. D'autres travailleront sur l'autoroute, où le trafic dépasse les 100 km/h. Si vous êtes curieux de savoir comment fonctionnent les grandes usines, à quoi ressemblent les chaînes de production vues de l'intérieur, et comment du métal ordinaire se transforme en machines qui serviront pendant des années, abonnez-vous à la chaîne. De nombreuses visites d'ateliers, de carrières et d'entreprises habituellement interdites au public vous attendent. Ici, nous regardons l'industrie sans phare et cherchons à comprendre comment tout cela fonctionne réellement. Ce Boeing 747 valait 400 millions de dollars. Dans 3 semaines, il sera découpé en morceaux. L'ancien roi des airs, qui transportait des centaines de milliers de passagers d'un continent à l'autre, n'est plus qu'un amas géant d'aluminium aéronautique. Dans cette vidéo, nous pénétrons dans un site de démantèlement fermé au public pour découvrir le fonctionnement de cisailles hydrauliques titanesques et le devenir de 200 tonnes de carburant. Nous traverserons la cabine déserte et découvrirons quelle sera la nouvelle vie de cet appareil après sa fonte. Lorsque nous longeons le fuselage, il semble éternel. Mais dans l'aviation, tout se joue en cycle, décollage et atterrissage. Après 20 à 30 ans de service, le métal se fatigue. Chaque vol pour un avion constitue un cycle de pressurisation et de dépressurisation. Le fuselage respire littéralement. Il se dilate en altitude en raison de la différence de pression et se contracte lors de l'atterrissage. Imaginez que vous pliez un fil d'aluminium dans un sens puis dans l'autre.
Tôt ou tard, il finira par se rompre. Après des milliers de tels cycles, des micro-fissures apparaissent dans la structure du métal. Les réparer devient si coûteux qu'il est plus économique d'acheter un appareil neuf. Seconde raison, l'efficacité énergétique. Les vieux géants possèdent 4 réacteurs. Il y a 30 ans, c'était la norme. Mais aujourd'hui, les bimoteurs modernes consomment de 30 à 40% de kérosène en moins, tout en transportant le même nombre de passagers. Dans le ciel, chaque litre de carburant superflu représente une perte pour la compagnie aérienne. Par ailleurs, l'entretien d'un appareil ancien devient un véritable défi. Les pièces détachées ne sont plus produites et les contrôles réglementaires deviennent de plus en plus fréquents et longs. Un avion ne génère des revenus que lorsqu'il est en vol. S'il reste cloué au hangar pendant des mois, faute d'une pièce rare, son sort est scellé. Ainsi, dès que les coûts de sécurité et de carburant dépassent les profits, le géant d'acier est envoyé au recyclage. La phase de vidange de l'appareil constitue l'étape la plus dangereuse et la plus délicate avant le début du démantèlement. Lorsqu'un Boeing 747 arrive dans la zone de recyclage, ses réservoirs d'ailes et centraux peuvent encore contenir jusqu'à 200 tonnes de carburant. Ce ne sont pas de simples résidus, c'est le volume de plusieurs wagons-citernes ferroviaires. On commence par raccorder des stations de pompage mobiles aux conduites de carburant. Le carburant n'est pas simplement déversé dans un seau. Il est pompé à travers des vannes hermétiques pour éviter toute évaporation et la moindre étincelle. Une fois la majeure partie du kérosène extraite, débute le séchage. Des orifices de drainage spéciaux s'ouvrent aux points les plus bas des ailes pour évacuer chaque goutte. Mais même vide, un réservoir reste un piège mortel en raison des vapeurs de carburant. Le système est donc purgé au gaz inerte jusqu'à ce que les capteurs confirment une sécurité totale pour l'utilisation d'outils. Une fois l'appareil asséché, vient le tour des moteurs. Chaque réacteur de Boeing est un chef-d'œuvre technologique de plus de 4 tonnes. On ne les découpe pas simplement. Des chariots élévateurs ou des grues spéciales sont amenés jusqu'au pylône et fixent le moteur en plusieurs points. Les mécaniciens déconnectent manuellement des centaines de câbles, de conduites de carburant et de tubes hydrauliques. Les boulons de fixation, les fameux axes de sécurité, sont dévissés en dernier. Le moteur est ensuite descendu délicatement sur un berceau de transport. Fait intéressant, même si l'avion est mis au rebut, les moteurs possèdent souvent encore des milliers d'heures de vie. Ils sont soigneusement mis sous cocon et expédiés vers un entrepôt. Un tel moteur d'occasion, mais en bon état, peut valoir entre 5 et 10 millions d'euros. C'est l'organe le plus précieux du géant d'acier, qui continue souvent sa vie dans les airs sur un autre appareil, tandis que son ancien propriétaire finit en ferraille. Lorsque les réservoirs sont vides et les moteurs démontés, nous pénétrons à l'intérieur, et le spectacle est surréaliste. Un immense espace sur 2 niveaux règne un silence de mort. Le démantèlement de la cabine est un travail manuel à 90%, car il ne s'agit pas simplement de tout casser, mais de récupérer ce qui peut encore rapporter de l'argent. Les premiers éléments démontés sont les sièges passagers. Si les sièges de classe économique finissent généralement recyclés comme déchets plastiques et textiles, ceux de classe affaires et de première classe constituent un véritable trésor. Un tel siège transformable peut valoir plus de 30 000 € à l'état neuf. Ils sont soigneusement extraits pour être revendus à des collectionneurs privés, des bureaux ou des compagnies aériennes low cost. On retire ensuite les modules de cuisine et les chariots de service. Vous serez surpris d'apprendre que ces chariots en aluminium sont des articles extrêmement prisés sur le marché de l'occasion. Ils sont achetés pour décorer bars et hôtels. La suite devient plus salissante. Les ouvriers arrachent la moquette et les panneaux muraux en plastique. C'est la partie la plus difficile à recycler,
car le plastique aéronautique est un composite complexe, difficilement transformable. On le trie avant de l'envoyer vers des usines spécialisées pour incinération à haute température ou enfouissement. Mais le plus précieux se cache derrière les panneaux et sous le plancher, l'avionique et le câblage en cuivre. Un Boeing 747 compte près de 250 km de fils électriques. On extrait le cuivre par kilomètres entiers, car sa valeur comme matière première secondaire est considérable. On récupère aussi les masques à oxygène, les blocs de commande d'éclairage et les systèmes de communication. Au bout d'une semaine de ce travail acharné, du somptueux appareil ne subsiste qu'un tube métallique vide percé de hublots, à travers lesquels on ne distingue plus désormais que le squelette d'aluminium nu. Et c'est maintenant que commence ce pourquoi nous sommes là, le véritable spectacle. Lorsque l'avion n'est plus qu'une coquille de métal vide, entrent en scène les pelleteuses équipées de cisailles hydrauliques géantes. C'est impressionnant. Ces cisailles exercent une pression de plusieurs centaines de tonnes et tranchent l'aluminium aéronautique comme un couteau de cuisine découpe du carton. Le processus commence par les ailes. L'envergure d'un Boeing 747 atteint près de 65 mètres. La mâchoire hydraulique découpe le métal mètre par mètre. Le plus difficile, ce sont les longerons, la partie structurelle centrale où s'attachent les ailes. C'est là que le métal est le plus épais. Une fois les ailes retirées, vient le tour du fuselage. Le conducteur de pelleteuse travaille avec précision. Il découpe la carlingue en sections d'environ 3 à 4 mètres de large. Quand ces immenses anneaux s'écrasent au sol, un nuage de poussière s'élève et le bruit rappelle le tonnerre. En 2 semaines, du majestueux appareil ne subsiste plus que la queue, dressée seule au milieu du béton, jusqu'à ce que les mâchoires d'acier finissent par la rattraper. Vous pensez qu'une fois les mâchoires d'acier de la pelleteuse terminées, c'est la fin de l'histoire? En réalité, ce n'est que le début d'une métamorphose fascinante. Ce qui ressemble aujourd'hui à des monceaux chaotiques de ferraille mutilées porte, dans le langage de l'industrie, le nom de ressources stratégiques. Nous voici face à des montagnes de métal, mais il ne s'agit pas de simples déchets. C'est de l'aluminium de première qualité, la véritable aristocratie des métaux. La structure du fuselage d'un Boeing 747 repose sur des alliages d'aluminium de la série 7000. Dans l'aéronautique, on les apprécie pour leur résistance extraordinaire, comparable à celle de l'acier, mais pour un poids nettement inférieur. Ce métal possède toutefois une particularité. Sa production à partir du minerai exige une quantité colossale d'électricité. En revanche, la refonte secondaire permet d'économiser jusqu'à 95% d'énergie. Voilà pourquoi cette ferraille est si précieuse. D'immenses aimants et séparateurs commencent par isoler les boulons d'acier égarés ou les inserts en titane, puis l'aluminium pur part vers les fours de fusion. Abonnez-vous pour découvrir la suite. Au fond de l'Ohio se cache une machine qui soutient le ciel américain. La presse Mesta 50, un monstre de 36 000 tonnes qui s'enfonce de 10 étages sous terre. Elle comprime le métal avec une force de 50 000 tonnes, soit le poids de 10 tours Eiffel réunies. Sans cette machine, les États-Unis n'auraient ni F-35 ni Boeing 787. Lorsqu'en 2009, une fissure est apparue sur la presse, toute l'aviation américaine a retenu son souffle. Aujourd'hui, nous allons voir comment le titane incandescent se transforme en aile de chasseur, sous le coup du poing d'acier de la guerre froide. Prêt à plonger au cœur de la puissance aéronautique américaine? Si vous vous trouviez devant l'usine Alcoa de Cleveland, dans l'Ohio, rien ne retiendrait votre attention. Un bâtiment industriel ordinaire, un mur de briques grises, des cheminées, des camions.
Mais il suffit de descendre pour pénétrer dans un monde où naît la puissance véritable. La presse Mesta 50 ne repose pas sur le sol, elle y est encastrée. 30 mètres de profondeur, 10 étages de béton et d'acier. Pourquoi si profond? Parce que lorsque 50 000 tonnes de force s'abattent sur le métal, la Terre tremble dans un rayon d'1 kilomètre. Sans ces fondations colossales, la presse s'enfoncerait dans le sol comme un couteau dans du beurre. Cette machine fut construite en 1955, au plus fort de la guerre froide. L'Amérique et l'Union soviétique ne rivalisaient pas seulement dans l'espace, elles se disputaient la maîtrise du ciel. Qui parviendrait à créer les meilleurs avions dominerait les airs. Et pour les meilleurs avions, il fallait des pièces impossibles à fabriquer par des procédés ordinaires. Imaginez une aube de turbine du réacteur F-35. Cette pièce ne mesure que 30 cm de long, mais elle tourne à 10 000 tours par minute à une température de 1400 degrés Celsius. Aucune soudure ne pourrait résister à de telles conditions, elle se désintégrerait en quelques secondes. L'aube doit être monobloc, taillée dans un bloc massif de titane ou de super alliage de nickel. C'est précisément à cela que sert la Mesta 50. Elle ne coupe pas, elle ne soude pas, elle forge. Elle prend un lingot de titane incandescent de 2 kg et le transforme en une forme précise d'aile ou d'aube en un seul coup. Le processus commence par la préparation. Le lingot de titane est chauffé dans un four spécial, jusqu'à 960 degrés Celsius. À cette température, le titane devient aussi malléable que de la pâte à modeler, tout en conservant sa résistance extraordinaire. Le métal émet une lueur rouge vif, presque blanche. Impossible de le regarder sans lunettes de protection spéciale. Lorsque la température atteint le point requis, le bras robotisé extrait le lingot incandescent et, en quelques secondes à peine, le transporte jusqu'à la presse. Le temps est critique. Si le titane refroidit ne serait-ce que de 50 degrés, il deviendra trop dur et la presse ne pourra plus le déformer. Le lingot est placé dans la matrice inférieure, un immense moule en acier qui épouse les contours de la future pièce. Au-dessus, descend la matrice supérieure de 150 tonnes. Et là, c'est le choc. 50 000 tonnes de force s'abattent sur le titane incandescent. Pour vous donner une idée, c'est comme si l'on posait simultanément 150 avions de ligne sur votre table. Les vérins hydrauliques, de 2,50 m de diamètre, génèrent une pression de 350 mégapascales, soit 3500 fois la pression atmosphérique. Sous une pression aussi folle, le titane se comporte étrangement. Il ne casse pas, ne se fissure pas, il coule. Les atomes du métal se déplacent, glissent les uns contre les autres, remplissant chaque recoin microscopique du moule. En 3 secondes, un lingot informe se transforme en copie parfaite d'un longeron d'aile ou d'une aube de turbine. L'usine tout entière tremble sous l'impact. À plusieurs centaines de mètres à la ronde, on ressent la vibration, comme un petit séisme. Les ouvriers qui travaillent près de la presse portent des casques spéciaux, car le son de l'impact atteint 130 décibels, plus fort que le décollage d'un avion à réaction. Mais le plus impressionnant, c'est la précision. Malgré cette force barbare, la presse contrôle la forme à un demi-millimètre près. Des capteurs laser suivent chaque mouvement de la matrice. L'hydraulique corrige la pression des milliers de fois par seconde. Si quelque chose tourne mal, une pièce valant 300 000 € se transforme en ferraille. La Mesta 50 fabrique des pièces pour tous les principaux avions américains. Le F-35, Lightning II, le F-22 Raptor, le Boeing 787 Dreamliner, les moteurs d'hélicoptères Apache, tous comportent des pièces nées sous les coups de cette presse. Chaque mois, plus de 2000 tonnes de titane et de super alliage de nickel y transitent. Puis vint la catastrophe.
En 2009, lors d'une frappe de routine, les ingénieurs entendirent un bruit inhabituel. Le métal venait de se fissurer. La presse fut immédiatement arrêtée et la découverte glaça les sangs. Une fissure d'1,20 m était apparue dans la poutre maîtresse. Pour l'industrie aéronautique américaine, ce fut un choc. La Mesta 50 est la seule presse d'une telle puissance dans le pays. Sans elle, la production du F-35 s'arrêtait net, Boeing ne pouvait plus fabriquer de pièces pour le Dreamliner, les commandes militaires restaient en suspens. Chaque jour d'immobilisation coûtait des millions de dollars. Une réparation désespérée s'est engagée. Le problème, c'est qu'une poutre de 2000 tonnes ne peut tout simplement pas être démontée et remplacée. Elle est intégrée dans la structure à 30 mètres de profondeur, entourée de dizaines d'autres systèmes. Les ingénieurs prévoient d'effectuer la réparation sur place. Une équipe spécialisée de soudeurs a travaillé 24 heures sur 24 pendant 4 mois. Ils ont utilisé la technologie la plus avancée, le soudage électrolytier sous atmosphère inerte. La fissure a été soudée couche par couche, chacune d'une épaisseur de 3 mm. Après chaque couche, le métal subissait un traitement thermique pour éliminer les contraintes internes. Au total, 760 couches de cordons de soudure ont été déposées. Parallèlement, une poutre de secours était fabriquée, au cas où la réparation échouerait. Elle a été réalisée dans une autre usine, en utilisant la plus grande grue d'Amérique, d'une capacité de 4000 tonnes. Le coût de cette poutre de secours, 18 millions de dollars. Quant à l'abonnement à ma chaîne, il vous coûtera 0 $ et 0 cent. Alors, vous êtes déjà abonné? Mais la réparation fut une réussite. En décembre 2009, la Mesta 50 reprit du service. Le premier coup après la remise en état fut observé par 200 ingénieurs. Tous retenaient leur souffle. La presse frappa, le titane se déforma, et la fissure ne réapparut pas. Le ciel américain était sauvé. Aujourd'hui, la Mesta 50 continue de fonctionner. Elle a déjà près de 70 ans, un âge incroyable pour un équipement industriel. Les presses modernes sont plus efficaces et automatisées, mais aucune ne peut atteindre une telle puissance. 50 000 tonnes demeure un record inégalé pour le pays. Fait intéressant, autour de la presse s'est formé tout un écosystème. Des milliers d'ingénieurs, de métallurgistes, d'opérateurs travaillent à l'usine. Beaucoup sont originaires d'Amérique latine, venus aux États-Unis en quête d'une vie meilleure et qui ont trouvé un emploi dans l'aéronautique. Ils façonnent les pièces qui ensuite propulsent des avions dans le ciel du monde entier. La Mesta 50, c'est bien plus qu'une machine. C'est un symbole de puissance industrielle, d'excellence technologique et d'ingéniosité technique. C'est la preuve que parfois, les meilleures solutions ne sont pas les plus récentes, mais celles qui ont été éprouvées par des décennies de travail fiable sous une pression incroyable. L'aluminium ne naît pas dans les usines, ni dans les ateliers rutilants équipés de machines ultramodernes, ni dans les bureaux d'études où l'on conçoit de légers fuselages d'avions. Sa véritable naissance se produit sous une chaleur tropicale insoutenable, au milieu de déserts de poussière rouge et de gigantesques entailles dans la croûte terrestre, là où gisent les bauxites, le minerai principal de ce métal. Lorsque nous tenons en main une simple canette en aluminium, ou que nous admirons la légèreté d'un vélo moderne, nous réalisons difficilement que ce métal faisait jadis partie d'immenses couches de roches sédimentaires, formées il y a des millions d'années sous l'effet d'une érosion agressive. La bauxite n'est pas un minerai ordinaire, c'est le résultat d'un processus géologique unique qui a transformé basalte, granit et autres silicates en concentré d'oxyde d'aluminium.
Ces gisements se forment principalement dans les zones tropicales et subtropicales, où l'alternance de longues saisons des pluies et d'un soleil ardent crée les conditions idéales pour la latéritisation. L'eau s'infiltre à travers le sol, lessivant la silice et autres éléments facilement solubles, ne laissant derrière elle que les composés stables de fer et d'aluminium. Au fil du temps, ces résidus s'accumulent, formant de puissantes cuirasses qui recouvrent de vastes territoires. Les gigantesques gisements de bauxite en Guinée, en Australie, au Brésil ou au Vietnam peuvent s'étendre sur des dizaines de kilomètres, avec une épaisseur variant de quelques mètres à 30 mètres. Ce sont de véritables greniers de la civilisation humaine, sans lesquels notre monde technologique moderne serait tout simplement impensable. L'extraction de la bauxite impressionne par son ampleur. Lorsque ces gisements se situent effectivement près de la surface, ils sont exploités à ciel ouvert. D'immenses excavateurs sur chenilles et des ensembles rotatifs décapent la couche supérieure du sol, mettant au jour la roche rouge ou ocre jaune. Ce spectacle évoque un paysage martien. Les composés ferreux confèrent au minerai sa couleur rouille caractéristique, tandis que les engins qui œuvrent dans ces carrières paraissent minuscules face à l'étendue des strates dégagées. Le processus d'extraction n'est que le début d'un long parcours. Le minerai de bauxite est un mélange complexe de minéraux, dont les principaux sont la gypsite, la beumite et le diaspore. Loin de ne contenir que des composants utiles, il renferme une quantité importante d'impuretés, telles que des oxydes de fer, de titane et de silicium. C'est précisément pour cette raison que le traitement de la bauxite constitue un défi technologique particulièrement exigeant, en ressources et d'une grande complexité. La première étape consiste à obtenir l'alumine, ou oxyde d'aluminium pur, selon la méthode proposée à la fin du XIXe siècle par Carl Joseph Bayer. Cette technologie demeure essentiellement inchangée depuis plus d'un siècle, bien qu'elle soit devenue nettement plus efficace. Le minerai est broyé jusqu'à obtenir une poudre fine, mélangée à une solution concentrée de soude caustique et chauffée dans d'immenses autoclaves sous haute pression. Dans ces géants métalliques se produit une réaction chimique au cours de laquelle l'aluminium passe en solution, tandis que toutes les impuretés indésirables précipitent au fond, formant ce qu'on appelle la boue rouge. Le problème de la boue rouge constitue l'un des défis environnementaux les plus complexes pour le secteur. Cette pulpe alcaline, saturée d'oxyde de fer, nécessite des installations spéciales, les bassins de décantation. L'utilisation de ces déchets exige d'immenses superficies et un contrôle rigoureux, car l'échelle de production de l'alumine se mesure en millions de tonnes par an. D'une tonne de bauxite, on n'obtiendra pas une tonne d'aluminium. Il faut généralement environ 4 tonnes de minerai pour produire 2 tonnes d'alumine, dont on n'extraira finalement qu'une seule tonne de métal pur. Cette faible concentration souligne l'ampleur considérable de l'extraction nécessaire pour satisfaire la demande mondiale. Le marché mondial de la bauxite constitue une arène où s'affrontent grandes multinationales et États. La Guinée, par exemple, détient près d'un quart des réserves mondiales, et ces plateaux rouges représentent une ressource stratégique majeure pour l'industrie planétaire. L'Australie, futur leader en volume de production, démontre comment concilier exploitation minière à grande échelle et réhabilitation ultérieure des terres. Sur les sites d'anciennes carrières, où hier encore fonctionnèrent des machines géantes, on plante aujourd'hui des forêts d'eucalyptus, tentant de restaurer un écosystème endommagé par l'intervention humaine. Après l'obtention de cette poudre blanche pure, l'alumine, débute la seconde étape de la transformation. L'électrolyse selon le procédé Hall-Héroult. Ce processus exige une quantité colossale d'énergie électrique, raison pour laquelle les usines de production d'aluminium sont implantées à proximité de puissantes centrales hydroélectriques. L'alumine est dissoute dans de la cryolite fondue, à une température avoisinant 950 degrés Celsius. Un courant électrique intense traverse ce bain en fusion, brisant les liaisons entre les atomes d'aluminium et d'oxygène.
Le métal liquide se dépose au fond de la cuve d'électrolyse, d'où on le pompe périodiquement à l'aide de poches à vide spéciales. Cette vision d'argent faible incandescent, naissant d'une poudre blanche, constitue le point culminant de tout un processus qui a débuté dans une carrière lointaine, à des milliers de kilomètres d'ici. La logistique joue un rôle critique dans cette industrie. La bauxite est souvent extraite sur un continent, transformée en alumine sur un autre, et le métal fondu sur un troisième. De gigantesques vraquiers sillonnent les océans, transportant des millions de tonnes de minerais, créant une chaîne invisible qui relie les mines tropicales aux centres de production de haute technologie. L'ampleur de cette activité impacte non seulement l'économie, mais aussi la géopolitique, car le contrôle des gisements de bauxite signifie le contrôle de l'avenir de l'aéronautique, de l'industrie automobile et des programmes spatiaux. Ce n'est pas pour rien que l'aluminium est surnommé le métal ailé, mais son chemin vers le ciel commence en profondeur sous terre, dans les couches lourdes et humides de roches argileuses. Il est important de comprendre que les gisements de bauxite ne sont pas illimités, même si leurs réserves sur la planète sont actuellement estimées comme largement suffisantes pour répondre aux besoins de l'humanité pendant plusieurs siècles encore. Toutefois, la facilité d'extraction et la forte concentration d'éléments utiles dans ces strates gigantesques font de ce type de minerai le choix privilégié. Il existe certes d'autres sources d'aluminium, comme les syénites néphéliniques ou les argiles kaoliniques, mais leur traitement est nettement plus complexe et plus coûteux. C'est pourquoi les provinces bauxitiques demeurent les principales cibles d'intérêt pour les géologues et les investisseurs. L'évolution de l'aluminium a parcouru un long chemin, d'un métal précieux plus cher que l'or à un matériau omniprésent dans notre quotidien. À la fin du XIXe siècle, Napoléon III recevait ses invités les plus illustres en leur offrant des couverts en aluminium, tandis que les hôtes de moindre rang devaient se contenter de vaisselle en or. Aujourd'hui, ce métal est devenu symbole d'accessibilité et de fonctionnalité. Mais cette accessibilité repose précisément sur notre capacité à l'extraire à l'échelle industrielle. Sans les gisements gigantesques enfouis sous les plateaux guinéens ou l'Amazonie brésilienne, nous n'aurions ni smartphone, ni bâtiments modernes à haute efficacité énergétique, ni transport léger. L'extraction à une telle échelle modifie inévitablement le relief de la planète. Lorsque des couches entières de roches sont retirées, le régime hydrologique du territoire change. Les conditions de vie habituelles de la flore et de la faune sont détruites. Les normes modernes d'extraction exigent des entreprises non seulement d'extraire le minerai, mais aussi de rendre la terre à la vie. Le processus de réhabilitation préserve la couche arable supérieure. Celle-ci est retirée avant le début des opérations et remise en place après la fin de l'extraction. Cela permet de restaurer les terres agricoles, bien que ce processus de régénération forestière prenne des décennies et ne ramène jamais le paysage à son état d'origine. Le recyclage de la bauxite, c'est aussi une histoire d'énergie. Chaque gramme d'aluminium, ce sont des dizaines de kilowattheures d'électricité cristallisée dans le métal. C'est pourquoi on surnomme l'aluminium la banque électrique. Son recyclage ne nécessite que 5% de l'énergie requise pour la production primaire à partir du minerai. Cela fait de l'aluminium l'un des métaux les plus écologiques à long terme, car une fois extrait des gisements de bauxite, il peut être réutilisé quasi indéfiniment, traversant des cycles de refonte sans perdre ses propriétés. Mais tant que la demande pour ce métal croîtra plus vite que les capacités de recyclage, les carrières géantes continueront de s'étendre, s'enfonçant toujours plus profondément dans la terre rouge à la recherche de ces précieux oxydes. Le travail dans les carrières ne s'arrête jamais et chaque nouvelle coupe de strates ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire du métal qui a transformé le monde. C'est un labeur sans fin,
où l'ampleur des tâches correspond à l'ampleur des gisements, et où chaque maillon de la chaîne technologique s'avère crucial pour la réussite globale. La transformation de la bauxite illustre parfaitement la façon dont l'humanité a appris à exploiter les ressources terrestres, métamorphosant une argile d'apparence ordinaire en matériau stratégique qui fonde notre ère technologique. Chaque étape de ce processus prolonge logiquement la précédente, composant ainsi le tableau cohérent d'une interaction entre l'homme et la nature, où géants industriels et ressources naturelles évoluent dans un lien indissociable.